Let's go. Bon, et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du... Bon, après 20 minutes pour avoir fait le setup, je vais maintenant vous parler du polling Quanta. Donc, comment ça fonctionne? Donc, vous savez tous ce que c'est le polling. C'est le principe qui consiste à aller effectuer une série d'actions toutes les minutes pour récupérer notamment les temps de chargement des sites de nos clients. Donc, ça concerne les WebSC, ça concerne les données système, ça concerne les données analytiques, ça concerne en fait tout ce qui va être effectué périodiquement, par exemple toutes les minutes ou tous les quarts d'heure. C'est ce qu'on appelle le polling. Donc bon, pour présenter rapidement de quoi je vais vous parler, on va commencer par un bref historique de comment ça a fonctionné jusque-là, parce qu'on a eu plusieurs évolutions du système au fur et à mesure. Donc voilà, je vais vous parler ensuite des détails techniques du système de polling, pour finir sur un récap avec un schéma global et une explication détaillée de dans quel ordre ça se passe. Et après, je vous laisserai poser des questions et on pourra échanger un petit peu si vous avez des remarques, des réflexions ou même n'importe quoi. Du coup, la première version de Quanta, c'était tout sur une machine. Donc, il y avait la base de données, tout ce qui traitait les requêtes web, etc. Et le système de polling utilisait quelque chose qui s'appelle cron. Donc, c'est un outil de base sur Linux qui permet de dire bon, toutes les minutes effectue ça ou toutes les 5 minutes effectue ça. Donc, ça veut dire qu'on avait en fait un script qui était en charge de récupérer toutes les infos de tous les clients. Donc à l'origine, c'était pas très grave parce qu'on devait poller une trentaine de sites, mais il y avait quand même pas mal de problèmes avec ça, c'est-à-dire que si le script il plantait, on perdait les données de tous les clients sur la minute et pas juste de 1 ou 2 ou 3. C'était très très difficile à scaler, c'est-à-dire que si on devait d'un coup se dire on rajoute 400 sites dans Quanta, ça posait très rapidement des problèmes parce on était toujours limité par la taille de la machine, donc on peut la faire grossir jusqu'à un certain point, mais on ne peut pas mettre ça sur d'autres machines en même temps, parce que sinon on risque de faire les trucs en double, etc. Donc c'était pas une très bonne solution, mais ça avait l'avantage d'être très rapide à mettre en place. Donc ça c'était la V0 de Quanta. Je pense que Kraus s'en rappelle un petit peu. Ensuite, je suis arrivé chez Quanta et j'ai pondu un truc de scheduling distribué pour faire ça, que j'ai écrit principalement en Python. Donc, ce qui était une assez mauvaise idée en soi, puisque toute l'application est écrite en Ruby. Du coup, on avait vraiment deux stacks techno différentes. On avait toute l'orchestration qui était en Python, donc ça veut dire que les scripts qui devaient faire les bonnes requêtes SQL pour récupérer les ressources à poler, c'était vraiment séparé de l'applicatif. Donc, on n'avait aucun lien entre le fait que quelque chose soit dans Quanta. C'était vraiment une partie complètement externe du code qui devait récupérer tel scénario, tel truc, et dire ensuite, je vais lancer le bon script à tel moment et qui lui devait aller rechercher les infos. Donc en fait ça faisait vraiment deux trucs séparés à maintenir, c'était pas lié du tout. Et en plus on a eu pas mal de problèmes avec le système de queue qu'on utilisait. Donc un système de queue, c'est un truc qui permet de mettre des messages dedans d'un côté et d'avoir d'autres scripts qui les récupèrent de l'autre côté et qui les exécutent. Donc ça permet d'avoir un côté qui planifie les tâches, qui dit exécute ça, et qui les met en attente, et de l'autre côté ça les récupère et ça les exécute. Donc c'est peut-être pas très clair, mais avec le schéma de tout à l'heure du fonctionnement actuel, ça le sera beaucoup plus. Donc voilà, donc ça avait le mérite d'exister, ça résolvait pas mal de problèmes qu'on avait avant, mais c'était pas non plus parfait. Maintenant, on a une nouvelle solution, donc qui est entièrement en Ruby, ce qui a l'avantage du coup de nous permettre de l'avoir vraiment en même temps que l'application. Donc quand on veut rajouter un caller, on n'a plus à éditer une autre base de code, c'est vraiment au milieu du code de Quanta, donc ça simplifie vachement les choses pour les développeurs, ça évite d'avoir des connaissances un peu sur tout, et surtout ça permet vraiment d'utiliser tout ce qu'on a déjà dans l'application pour faire la planification et la gestion des tâches. Donc bon, on a quand même eu quelques problèmes avec au début. C'est que c'est une techno qui est relativement récente, qui s'appelle Rescue, j'en parlerai après. Et donc on a quand même eu quelques bugs, par exemple la planification des tâches qui se décalait au fur et à mesure, donc jusqu'à décaler de plusieurs secondes et puis à la fin d'une minute, et du coup on perdait la planification d'une tâche, parce que c'était pas planifié à l'heure fixe, ça décalait au fur et à mesure. Donc ça c'est le genre de choses qu'on a dû patcher après la mise en place de ce système. Ce qui fait que ça a été un peu expérimental les premières semaines. Au final, ça marche quand même beaucoup mieux que la solution d'avant, donc on est très content. Bon voilà, c'était pour le bref historique. Si vous avez déjà des questions, je vous laisse les poser. Ça fait combien de temps que c'est implanté cette version comme ça?
Ça doit faire presque un an. C'est quand on a développé la fonctionnalité des tests de charge où j'avais besoin de faire quelque chose qui était vraiment plus costaud au niveau scheduling et que j'avais pas du tout envie de devoir faire tout le bazar que je pouvais faire facilement dans l'app en Python ou ailleurs. J'ai décidé de changer et j'en ai profité pour faire ça. Donc ça fait à peu près un an. Est-ce que tu as une idée des volumes aujourd'hui de requêtes qui sont faites du coup toutes les minutes là, si on De tâches. cumule le nombre de tâches qui sont effectuées? Comme ça, non, mais je dirais qu'il y a environ 200 tâches WebSC. Donc chaque tâche prend 5 scénarios. Je crois que c'est un truc comme ça. Si C'est On a ça, non? Il y a 1000. 1000 Ouais. WebSC Ouais. Non, mais il y a 1000 scénarios, mais tu utilises Ouais. pas 5 ou 10, je sais plus. Ah oui, parce que, ouais, bon, ça t'en as pas Ouais, parlé. je vais oui. pas en parler, mais donc Un juste scénario, juste c'est le aussi- WebSC, ouais. Ok. Donc on commence à avoir un volume, ouais, je pense, entre Ok. 200 et 500 tâches par minute qui sont exécutées en tout et pour tout avec tous les systèmes en même temps. Donc ça commence à faire une belle volumétrie. Ce qui équivaut à combien d'étapes monitorées sur Alors là, je sais pas. À la La louche, prochaine fois, je préparerai des du coup, moi, chiffres. je dirais 4000 étapes. Enfin, Ouais. on doit faire 4000 requêtes HTTP par minute, quoi. Quelque chose comme ça. autant de données archivées. Non, l'archivage, ça se fait différemment. C'est aussi un crawler, j'en parlerai tout à l'heure de toute façon. Je présenterai un petit peu les différents jobs, parce qu'il y en a beaucoup plus que WebSC. Hein. Il y en a vraiment une vingtaine, je crois, en tout. Voilà. D'autres questions? Non, Voilà. J'ai parlé rapidement un petit peu de comment ça marchait. Maintenant, on va vraiment rentrer plus dans les détails. Donc, désolé, ça va être un peu plus technique. Je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Et si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à m'interrompre après la slide pour que je puisse vous expliquer un peu plus en détail. Donc, on utilise quelque chose qui s'appelle Rescue, donc une librairie Ruby qui a été écrite par GitHub, il me semble, pour gérer ce genre de problématiques. Donc comment ça fonctionne? C'est juste un morceau qu'on a rajouté dans le code et qui nous permet de lancer différents processus. Par exemple, on peut lancer ce qu'on appelle le scheduler d'un côté qui lui va regarder quand est-ce qu'il doit planifier ses tâches. Et puis on peut lancer d'autres processus qui eux vont s'occuper de récupérer les tâches et de les traiter. Toute cette partie-là est déjà codée du coup. Nous on a juste à définir en fait ce dont on a besoin de faire. Donc on peut dire je veux exécuter WebSC, on a juste à faire le truc qui dit bon, bah, à telle minute, tu exécutes WebSC, et de l'autre côté, le truc qui exécute vraiment le WebSC. Mais toute la planification, on le délègue à un truc qui s'appelle Rescue. Donc, en plus, une interface web assez sympa que les devs connaissent peut-être déjà, qui permet de voir vraiment le nombre de tâches qui sont en train d'être traitées, les dernières tâches qui ont échoué, le nombre de tâches en attente. C'est vraiment très très pratique. Je pourrais vous montrer après la presse. C'est assez puissant et c'est vraiment clé en main. Du coup, ça nous évite de devoir développer tout ça. C'est vraiment bien fait, je trouve, donc ça permet d'accélérer largement le développement d'un nouveau crawler. Là où avant, avec le système en Python, il fallait compter minimum une journée pour implémenter toute la partie juste scheduling, maintenant en 10 minutes c'est fait. Donc c'est un vrai gain là-dessus, notamment via le fait que ce soit écrit dans le même langage que l'application et que du coup ce soit géré par l'application et pas par un système à part. Donc Rescue, ça utilise plus RabbitMQ avec lequel on avait eu des problèmes qu'on n'avait jamais réussi à résoudre, mais une autre techno qui s'appelle Redis, que vous connaissez déjà peut-être, notamment même les commerciaux qui ont discuté avec les clients, donc une technologie qui permet de faire du cache en mémoire. Donc ça veut dire de stocker des informations qui ont une durée de vie assez courte, qui vont pouvoir rester dans la mémoire et les récupérer plus tard. Donc un petit peu comme une base de données, sauf que les données ne sont pas persistantes. Donc c'est très pratique pour faire ce genre de choses où on a besoin de poster l'information, de dire bon ben ok, j'ai ça à mettre dans une liste, et d'un autre côté quelque chose qui va regarder s'il y a des choses dans la liste et récupérer ce truc-là et l'enlever direct après. Donc c'est vraiment des données qui sont éphémères. Et donc Redis, c'est à la base juste un service. Nous, on a voulu avoir un truc un petit peu plus costaud et donc pouvoir avoir 2 fois Redis, comme ça si on perd une machine, ben, on a encore l'autre. Du coup, pour ça, ça a complexifié un peu les choses. On utilise quelque chose qui s'appelle Redis Sentinel. Donc là, je parle vraiment plutôt aux équipes tech, désolé pour les autres. Redis Sentinel, ça fonctionne. En fait, c'est un logiciel qui va se connecter à toutes les instances Redis qu'il connaît. Il va savoir qui est le master et qui sont ses réplicas. Donc là, en fait, on voit qu'ici, il y a un Redis master. Donc c'est à lui qu'il faut parler si on veut faire des choses avec. Mais il y a quand même un autre serveur qui est prêt à devenir le chef. Donc ça veut dire que si lui il plante,
il va falloir que lui, ça devienne le chef. Là où ça devient intéressant, c'est que ça ramène une problématique pour l'application qui doit, elle, savoir à laquelle de ces deux machines elle doit parler, ou de ces 10 000 machines, si on voulait en mettre 10 000, on pourrait. Donc comment ça se passe? C'est qu'on utilise quelque chose qui s'appelle Redis Sentinel, qui lui va se connecter au master, au slave et aux autres sentinelles, parce qu'en vrai il y a plusieurs machines pour l'application, donc il y a aussi plusieurs sentinelles. Elles vont parler entre elles, elles vont dire bon bah c'est lui le chef, c'est sûr, il y a lui qui est prêt à devenir le chef. Et quand l'application veut se connecter à Redis, elle demande à Sentinel d'abord, elle se connecte à son Sentinel sur la même machine, elle lui dit bon c'est qui le chef? Elle va lui dire c'est lui, connecte-toi à lui, et du coup l'application peut s'y connecter. Qu'est-ce qui se passe quand le serveur master meurt? Les sentinelles découvrent qu'il est mort, donc qu'il ne répond plus. Elles vont toutes voter et dire bon, moi je pense que le meilleur chef maintenant c'est lui. Du coup, on va opérer une bascule. Donc ça va dire à lui, s'ils arrivent encore à lui parler, de plus accepter d'écriture, et ça va dire à lui de lui accepter des écritures et que c'est lui chef. Comme ça, il est au courant et il peut traiter les requêtes. Après, l'application va, elle, se rendre compte qu'elle a perdu ses connexions, redemander à Redis Sentinel qui est le chef, qui va répondre c'est lui maintenant. Du coup, c'est vraiment géré tout seul en dehors de l'application, ça ne demande aucun effort côté implémentation. C'est vraiment géré côté système par ces trucs-là qui discutent entre eux, donc il n'y a aucune intervention humaine qui est nécessaire pour faire une bascule. Enfin, pour que ça bascule tout seul si ça foire surtout. Donc c'est vraiment un vrai plus par rapport à ce qu'on avait avant avec RabbitMQ qui marchait pas terrible et en plus c'était vraiment compliqué. C'est un truc qui fait que j'adore Redis. Voilà. La sentinelle, elle ne plante jamais, c'est sûr, par contre. Alors la sentinelle, elle peut planter, mais ce qui se passe, c'est que si elle plante, tous les services qui sont sur la même machine vont planter aussi. Ce qui n'est pas très grave parce que pour servir les requêtes, on a 3 ou 4 serveurs et pour les pollers, on en a 6. Donc en fait, si on perd une machine, c'est pas grave. C'est pas gênant, il y a les 7 autres qui vont prendre le relais, c'est complètement indépendant. Donc en fait, si elle meurt, bah, elle va mourir aussi, mais comme il y en a 6 autres à côté, c'est pas gênant du tout. Ce qui est vraiment impératif à gérer, c'est celui-là, parce que lui, il peut y en avoir qu'un en même temps, et du coup, c'est très difficile de faire en sorte de ne pas perdre de données. S'il y a certaines applications qui se disent que c'est elle le chef, et d'autres qui se disent que c'est elle le chef, ils vont plus être synchronisés du tout, et ça va faire n'importe quoi. Donc ce qu'on appelle un split brain dans le métier, et ce qui est vraiment pas cool. Du coup, ça solutionne pas mal, moyennant une reconnexion. Donc au pire, ce qui se passe quand ça meurt, c'est qu'on perd quelques tâches de polling, donc au pire on perd 1 minute, et encore même pas sur tous les clients, le temps que l'application se reconnecte. Donc c'est beaucoup plus limité que ce qu'on avait avant, où on a eu des split brain, et où c'était vraiment pas sympa à résoudre, où on a pu perdre 1 heure de données, parce qu'il y avait des tâches dans tous les sens, que c'était un bazar monstre, que les trucs ne répondaient plus. Ça arrive plus. Ouais. Du coup, petite remarque peut-être pour ajouter à Ouais. ça. Donc, quand il y avait justement ces problèmes de timing, les Ouais. split brain, ça, Ouais. donc concrètement dans l'app ça faisait des zones grises. Est-ce qu'il y avait pendant un temps l'application Quanta n'avait pas enregistré du coup voilà, quelle était la performance de Elle n'avait pas réussi à planifier les tâches. En fait, elle les planifiait, mais sur le mauvais serveur, alors que tous les autres lisaient les tâches à prendre sur l'autre serveur. Du coup, ce qui faisait qu'elle était planifiée d'un côté, mais personne ne les traitait parce que il y avait deux chefs et ça marchait pas. C'était ça le problème. Et du coup, en fait, t'as implémenté une message queue avec Redis, c'est ça en fait? Non, c'est Rescue qui le fait pour moi. Donc en fait, j'ai rien fait moi, j'ai juste installé Redis. Par contre, Redis, en fait, toutes les tâches sont. En fait, c'était ma dernière question là-dessus, mais c'était qu'est-ce qui est stocké en fait dans Redis en totalité? Juste les jobs. Donc en fait, juste le fait que tu dois faire ça. Donc c'est là où il y a le passage de relais, quoi. C'est ça. C'est vraiment que pour les messages. Après, tout ce qui est données, etc., c'est inséré directement en base de données par les callers. Ok. Mais là, c'est ouais. Le Redis slave, pendant que le master est master, ce qu'il fait, c'est qu'il réplique les données du master. Exactement. Lui, tout ce qu'il fait, c'est il reçoit tout en fait. Tout ce que le master fait, il le dit à ses slaves. Et il dit tiens, j'ai noté ça, note-le aussi, comme ça il est tout le temps synchro. Ok, et du coup, le Redis slave, pareil, part à une sentinelle pour savoir qui. Non, lui en fait, on lui dit, c'est les sentinelles qui le font. En fait, quand je le configure au début, je lui dis tes slaves de machin. Et après, quand il y a les sentinelles, et si je veux rajouter un slave, j'ai juste à dire à n'importe laquelle des sentinelles, tiens, j'ai ajouté une machine, elle va directement aller lui dire, ouais, c'est lui le chef,
c'est lui le master et les reconfigurer à la volée. D'accord. D'ailleurs, Qui écrit du coup les données, les tâches dans les slides? c'est le master. Enfin, c'est le master qui parle à ses slides, il parle ensemble et il réplique. Comme, D'ailleurs, comme une synchro MySQL. c'est comme une synchro de MySQL, effectivement. C'est à peu près le même concept. D'ailleurs, ça pose un problème au niveau opération, que j'ai noté là, je crois, donc qui est plus en dehors des problèmes que ça peut poser d'un point de vue opérationnel. Il faut savoir que c'est quand même un peu chiant à gérer parce que tous les services Redis réécrivent leur fichier de configuration à la volée en fonction quand il y a des changements. Ce qui fait que moi, qui ai un outil qui permet de déployer vraiment la configuration d'un service sur toutes les machines d'un coup, bah, des fois il se casse un peu la gueule parce qu'il va essayer de réécrire un fichier de configuration qui est plus à jour, etc. parce qu'ils les ont réécrits. Donc c'est une manière de faire que je trouve un petit peu bizarre. Ça marche bien, mais c'est un peu chiant. Voilà. Juste so you know, pour les gens qui auront besoin de toucher à ce outil de conf management. Donc maintenant on va parler vraiment de l'architecture de ce système-là. Maintenant qu'on voit les outils qu'on utilise, c'est découpé en plusieurs parties. La première partie est une qui est cruciale, c'est ce qu'on appelle le scheduler. Donc lui, c'est un processus qui a un petit fichier de conf en lui disant exécute WebSC toutes les 5 minutes, exécute Analytics toutes les 15 minutes, et qui lui va juste regarder quelle heure il est, quelle heure c'est la dernière fois qu'il a planifié WebSC. Et donc toutes les 15 minutes, il va dire il faut exécuter WebSC. Donc il va planifier l'exécution du pôleur, toutes les minutes. Donc ça c'est pareil, on ne voulait pas en avoir qu'un seul, parce que si la machine qui l'héberge meurt, c'est pénible. Du coup il y en a 3 qui sont pareils comme un peu sur le même fonctionnement Redis. Il y en a un qui est le chef et les deux autres qui sont juste là à attendre que ce soit leur tour d'être le chef, si le premier meurt. Donc ça marche avec un système ce qu'on appelle un système de lock. Sans trop rentrer dans les détails, en fait c'est encore dans un truc dans Redis qui a une expiration, donc qui dit ok, pendant les 20 prochaines secondes, c'est moi le chef. Et avant d'exécuter quoi que ce soit, il vérifie s'il y a quelqu'un qui est le chef. Et s'il n'y a pas de chef, ils disent c'est moi le chef. Mais c'est le premier, c'est atomique. Donc c'est le premier qui va le dire, qui va être officiellement le chef. Tous les autres vont rien faire pendant ce temps. Ils vont juste continuer de regarder ce petit lock pour savoir s'ils peuvent le prendre ou pas. Ce qui fait que si le chef meurt, au bout de 20 secondes, la clé va disparaître automatiquement, donc il ne va plus avoir de lock, et quelqu'un d'autre va prendre le relais. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est un peu technique, mais c'est vraiment juste à titre informatif. C'est pas très très important dans le fonctionnement global. Donc lui, il a juste un petit souci d'un point de vue technique à savoir, c'est que si on veut rajouter une tâche, je sais pas, on invente un caller pour les données front-end qu'on va vouloir planifier toutes les heures, il va falloir modifier donc, le petit fichier de configuration qui définit à quelle heure passent les tâches, et il va falloir le redémarrer. Ce qu'on oublie de faire de temps en temps, ce qui fait qu'on se rend compte 2 jours après, tiens c'est marrant, ça marche pas ça. Donc c'est juste un des soucis avec ce truc-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas si c'est intéressant comme question, mais pourquoi le master il crève en fait? Ça peut arriver, c'est un vrai problème dans l'informatique, c'est que les choses ont tendance à plus marcher au bout d'un moment. Par exemple, si j'ai plus d'espace 10 sur un serveur, ça va assez mal se passer, ou si il y a un truc qui se met à foutre la merde, qui prend tout le CPU, le serveur va beaucoup moins bien marcher, ou même si, comme on a eu l'autre fois, si chez Online il y a un problème matériel et que la machine physiquement, les disques durs sont trop usés et décident d'arrêter de fonctionner, ça va poser 2-3 petits soucis et la machine ne va plus être opérationnelle, donc le service va arrêter de fonctionner aussi. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait 2 fois les choses et qu'elles soient prêtes à prendre le relais en cas de problème. Tu les ressuscites ou t'en recrées après encore un nouveau derrière? Ça dépend, soit je les ressuscite par la suite, mais bon, de toute façon ça a repris la main, soit je recrée carrément des nouvelles, ça dépend du problème. Mais, ce qui est important de retenir, c'est que c'est censé s'auto-démerder, comme on dit, pour prendre le relais. C'était pas très clair pour l'instant, ça le sera beaucoup plus je pense avec le schéma de la fin où on pourra vraiment revoir les différents composants et comment ils fonctionnent entre eux et quel est le rôle de qui. Merde. Voilà. Donc le point 2, c'est ce qu'on a appelé le spawner. Alors, je vous ai menti en disant que le scheduler était en charge de la planification des jobs. C'est pas lui qui dit faut que tu exécutes WebSC maintenant. Lui il dit faut que tu planifies WebSC. Donc c'est un peu différent. Ce qui planifie vraiment les tâches WebSC, c'est le spawner. Donc lui, il va avoir une tâche qui lui dit planifie les WebSC et lui, il va créer 100 tâches WebSC par exemple, en disant toi, tu vas coller les WebSC 1 à 10, toi, les 15 à 20, etc. Et donc ça, c'est un autre process qui fonctionne en fait exactement comme un poller. C'est un peu compliqué, mais on le verra tout à l'heure aussi. Ce qu'il faut juste savoir,
c'est que lui, c'est vraiment la partie logique de la planification. Donc pas la partie timing qui est gérée par le scheduler. Lui, il regarde s'il a des trucs à faire. Et il sait qu'il doit planifier WebSC. Il regarde quelle heure il a, il fait OK, c'est les WebSC de cette heure-ci. Et il les planifie tous. Il ne se pose pas vraiment la question de s'il est vraiment cette heure-ci, ou s'il est de l'avance ou du retard. C'est pas son problème. Ça permet de simplifier un peu la partie schedule, qui sinon sera un peu lourde. Donc on essaie de vraiment bien découper les différents types d'opérations qu'on doit avoir. Il a une feature aussi qui est assez cool, c'est que ça permet d'étaler des jobs dans le temps. Donc plutôt que de dire exécute 100 tâches WebSC maintenant, il peut dire exécute une tâche WebSC maintenant, une autre dans 2 secondes, une autre dans 3 secondes, une autre dans 4 secondes. Et du coup, les machines qui vont derrière les traiter vont avoir le temps de se répartir vraiment la charge sur toute la minute, sur 40 secondes pour être précis, où elles vont vraiment exécuter ces tâches-là. Ça permet d'éviter toutes les minutes avoir un gros pic de consommation de ressources sur tous nos serveurs, parce que tout s'exécute en même temps. Donc ça permet de lisser un peu ça aussi, ce qui est pas mal, et du coup d'utiliser au final un peu moins de ressources et d'en gâcher un peu moins. Pas très important non plus, mais... Guillaume ? Petite question pour comprendre. Donc, du coup, là, en plus, tu parlais de 40 secondes. Ça veut dire qu'à chaque minute qui passe, là, donc s'il est 14h12, entre 14h12 et 14h12 et 40 secondes, on va lancer toutes les tâches qui vont permettre de les checker, de démarrer le scénario pour chacun de nos clients. C'est ça. Je crois que c'est 20 secondes et pas 40. C'est 20 secondes. Mais bon, c'est l'idée. Donc ça démarre, ils démarrent tous dans les 20 premières secondes d'une minute. Et par contre, il y a un mécanisme qui est assez intelligent qui permet qu'ils soient à peu près tout le temps dans le même ordre. Enfin, encore mieux que ça, c'est que ça ajuste un peu leur ordre en fonction du temps total passé. Donc par exemple, si je sais que j'ai ces 5 scénarios qui ont été un peu longs à passer, je vais les planifier plutôt au début pour essayer que ce soit toujours à peu près dans la minute, quoi. Comme on sait que ça ne peut pas durer plus d'une minute, on essaie de les planifier les plus lents d'abord. Comme ça, ils vont finir à peu près en même temps que les autres. Et ça va éviter d'avoir des données qui en fait vont être récupérées la minute d'après. Parce que du coup, ça décale un petit peu. Ce qui est important, c'est que ce soit fini avant la 20e seconde de la minute suivante. Mais ça permet vraiment de lisser un petit peu tout ça et d'éviter les soucis de race condition qu'on a pu avoir. Et d'avoir un intervalle régulier. C'est ça. Et du coup, même si un scénario n'est pas polé exactement à la minute, à la seconde 0, il va tout le temps être polé à la même seconde quasiment en fait. Donc ça évite d'avoir un scénario qui va être polé à la seconde 40 de la première minute et à la seconde 2 de la deuxième minute, où du coup au final il y aura eu 22 secondes d'écart, c'est pas très pertinent. Ça permet de faire un petit peu ça. Donc ça, c'est aussi le spawner qui est en charge de ça, qui lui ordonne les tâches qu'il doit gérer en fonction du temps d'exécution de la dernière fois, de tout un tas de paramètres un peu bizarroïdes. Du coup, si je prends Copcopine, la répartition fait que par exemple Copcopine il va démarrer à 14h12 et 10 secondes. Après il va s'exécuter à 14h13 et 10 secondes. La minute d'après 14h14 et 10 secondes, etc. C'est ça, l'idée c'est que ça bouge pas trop, ça peut bouger un petit peu en fonction de quand on rajoute des scénarios ou qu'il y en a un qui se met à aller vite, mais c'est que ça reste assez stable dans le temps sur ça. D'autres questions ? De toute façon, ne vous inquiétez pas, je ferai vraiment le récap de la fin, c'est je pense le plus important. Et on y passera un peu de temps pour vraiment montrer avec un schéma, ce sera quand même beaucoup plus clair. Donc là, c'est la partie vraiment purement opérationnelle du système de pooling, ce qu'on a appelé les workers. Donc un worker, c'est un processus qui lui va écouter sur une queue. Donc par exemple sur WebSC, il va regarder dès qu'il y a un job WebSC à prendre, il va le prendre et l'exécuter. Donc un job WebSC, c'est run WebSC pour telle minute sur ces 5 ou 10 scénarios, fais-le. C'est ça que ça veut dire. Et du coup, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter ça, il va terminer, il va faire OK, est-ce qu'il y en a un autre? Et donc ça, il y en a plein sur les 6 machines. Je crois qu'il y en a 70 par machine à peu près, qui vont exécuter tout un tas de types de tâches, notamment des WebSC, enfin tous les jobs. Eux, c'est vraiment le côté exécution. Donc eux, ils sont au bout de la chaîne, et ils récupèrent toutes les tâches qu'on leur donne et ils les exécutent. C'est vraiment leur métier. C'est le truc le plus simple, c'est le truc le plus simple au monde en termes de logique. Lui, tout ce qu'il va faire, c'est savoir qu'il doit exécuter ça et il le fait. Et après, c'est là qu'on rentre dans la partie vraiment applicative, mais on a quitté complètement la partie planification. Donc ça, c'est assez cool parce qu'on utilise un truc qui s'appelle Rescue Pool, donc qui permet de balancer un worker par un worker et du coup de dire ok, j'en veux 10, ce qui est un peu pénible.
où en fait on lance un processus qui lui va automatiquement calculer le nombre de workers dont il a besoin. Et genre, je sais pas, en fonction du nombre de tâches de la minute d'avant, il va se dire, et de leur temps moyen d'exécution, il va se dire, pour être dans les temps et qu'il n'y ait jamais une seule tâche en attente, j'ai besoin de 40 workers en tout. Et du coup, les machines vont se le partager. On va dire, bah, moi j'en ai 10, moi j'en ai 10. Et du coup, il va ajuster un petit peu le nombre au fur et à mesure. En gros, il fait mon métier à la volée. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de. C'est ça. Ça permet de, tout le temps d'utiliser les ressources dont on a besoin. Il y a quelques limites pour éviter d'en utiliser trop si on a un problème. Mais ça permet d'ajuster vraiment tout seul le nombre de workers dont on a besoin sans se dire j'ai besoin d'une intervention humaine pour dire ok, j'en veux plus 10, j'en veux 50. Lui, il va le faire tout seul, j'ai juste à lui dire démarre et il se débrouille. Voilà. Oui, merci. Petite remarque. Donc, on est d'accord que tu parlais de 70 workers par machine, par exemple. Ouais. Le principe d'avoir les 70 workers, pour le coup, le but, c'est bien de pouvoir exécuter des web scénarios en parallèle. C'est ça. Et donc, du coup, qu'il y en ait, pendant qu'il y en a un qui est en train de naviguer sur le site de CupCopy, il y en a un qui est en train de naviguer sur le site de Uncut, etc. Tout ça en parallèle. Et est-ce que pendant que. Enfin, en gros, si tu es au bout de tes 70 fois tes X machines, est-ce qu'un worker, lui, il peut en faire deux en même temps ou un worker, il sait en faire qu'une seule? Un worker, il sait en faire qu'une seule. Par contre, est-ce que pour lui, c'est dire j'ai plus de workers, je vais en créer d'autres, dans une certaine limite pour éviter d'éclater la machine. Mais il adapte le workforce. c'est ça, il adapte exactement le nombre de process dont il y a besoin pour traiter la charge. Et ça marche plutôt bien. Comme le fait un serveur web avec Apache, quoi. C'est ça, exactement. Il va créer le nombre de processus dont il a besoin pour traiter tout ce qu'il y a. Il va l'ajuster en temps réel. Et si j'éteins une machine, par exemple, toutes les autres vont se dire attends, là, il n'y a plus trop de workers, on va recréer un peu chacun. Du coup, ce qui fait que je peux éteindre n'importe quelle machine et instantanément, dans les 2 prochaines secondes, je vais avoir tous les process qu'il y avait là avant qui vont démarrer ailleurs, prêts à prendre une tâche. Bon, on éteint une machine. Ça. Bah, si tu veux. Ça fait un peu de calique. Je sais pas si t'attends, si tu le stoppes tranquille, il va finir et il va s'arrêter. Donc voilà. Donc ça, c'est la partie vraiment marrante du truc. C'est de voir comment tout ça, qui est un peu peut-être pas très très clair et qui a vraiment chacun sa fonctionnalité, comment ça fonctionne ensemble. Je vais faire le tour du tableau. On voit plus trop sur la vidéo, mais c'est pas grave. Donc il y a le scheduler, en tout premier. Parfait, merci. Qui regarde, lui, si c'est l'heure de mettre WebSC, il dit je planifie la planification des WebSC. Donc il met un truc dans la queue qui s'appelle spawner. Il dit il faut faire ce job en fait. Deuxième truc, il y a le spawner là-bas, donc il y a un worker qui tourne avec les autres, qui dit il y a un job pour moi, je le prends. Donc lui, il va récupérer le job là-dedans, et donc, du coup là il va y avoir 0 job, donc, il va y avoir lui qui va être en train de le traiter, et là-dedans il n'y en aura plus dans la queue. C'est vraiment un truc où on met des objets, c'est comme une pile d'assiettes. On met des assiettes, quelqu'un qui arrive, prend une assiette, et voilà. Et donc tant qu'il y a des assiettes, il y a des mecs qui vont les prendre, et dès qu'il n'y en a plus, plus personne ne peut en prendre. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un pattern assez commun dès qu'on a des tâches à exécuter de manière délayée. Vraiment tout le monde implémente ça comme ça, c'est ce qu'on appelle un producer-consumer, pour le terme technique. Donc le spawner, lui il prend la tâche planifier WebSC, il va regarder tous les scénarios qu'il a à faire passer, donc tous ceux qui sont actifs, qui n'ont pas leur subscription inspirée, qui n'ont pas tout un tas de conditions. Il les ordonne par temps d'exécution, sympathitude du site, tout ce qu'on veut. Donc après il a une liste, il prend les 5 premiers et il dit fais-les maintenant. Donc il met dans la queue, ça s'appelle delayed, fais-le dans 0 secondes. Donc ça j'en ai pas parlé, je vais revenir dessus. Après il va mettre dans la queue toujours la même, fais WebSC dans 4 secondes pour ces 5 scénarios. Du coup là-dedans il va y avoir plein de tâches qui s'accumulent. Et qui est-ce qui les prend? C'est le scheduler. Donc lui son deuxième métier, c'est de prendre les tâches qui sont en attente, donc qui sont à exécuter dans 10 secondes, dans 5 secondes, qui ne sont pas exécutées maintenant, et de regarder s'ils doivent être traités. Donc par exemple, si on lui dit, en vrai on ne lui dit pas dans 5 secondes, on lui dit à 16h14 et 28 secondes. Et lui il fait, il est 16h14 et 28 secondes, du coup il va prendre la tâche là, il la fout là-dedans. C'est son métier, son deuxième métier. Ce qui fait qu'en fait les jobs ils vont arriver là-dedans, et au fur et à mesure le scheduler il va les foutre là-dedans, et eux là-bas ils se posent même pas la question, ils les récupèrent au fur et à mesure. Donc voilà, lui il prend juste ce qui arrive là, si c'est l'heure, il les met là-dedans, et après il y a les workers, donc les WebSC et tous les autres,
qui eux, dès qu'il y a quelque chose là-dedans, ils ne se posent pas la question de quelle heure il est ou de quoi que ce soit, ils prennent la tâche et l'exécutent. C'est leur boulot. Du coup, ce qui fait qu'on a vraiment une belle séparation des différents métiers dont on a besoin pour gérer cette couche-là. Ça nous permet d'adapter plus ou moins telle ou telle couche en termes de charge. Je trouve ça plutôt pas mal. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est pas encore très clair. Si ça fait tout le tour, la queue spawner, queue delay, pour revenir au scheduler, c'est parce que le spawner est nécessaire pour attribuer un horaire précis à la seconde près C'est ça. à la tâche. C'est ce que je disais, c'est que lui, il est en charge juste de dire faut planifier ça. Mais c'est pas lui qui sait quel WebSC il doit planifier, c'est pas lui qui sait les ordonner, et c'est pas lui qui sait les décaler dans le temps. C'est pas son métier. Du coup, c'est pour ça qu'on a un worker là-bas qui le fait, qui s'appelle le spawner. Le spawner, donc lui, il va faire une requête dans la base de données de Quanta C'est ça. pour choper la liste de tiens, bah, en ce moment, c'est quoi les clients de Quanta, c'est quoi leur scénario, etc. Donc le scheduler, en fait, lui, c'est juste Lui, c'est quelle c'est heure le il est. maître du temps. Ouais, c'est ça. C'est presque une cron table, quoi. Il dit C'est exactement une frontale. il dit Sauf qu'il y en a 3 sur 3 machines différentes et qu'elles savent se débrouiller. il dit Mais 14h, voilà. Ah, il est 14h25 et 00, c'est parti, on refait un load on va refaire un load C'est WebSC ça. pour tout le monde, quoi. c'est Donc ça. vas-y spawner, répartis ça. Ok. C'est exactement ça. Et la raison pour laquelle on a mis ça dans le spawner, c'est que c'est quand même beaucoup plus pratique à gérer, de ne pas avoir lui qui doit tout faire alors que ça doit être la minute près, surtout que c'est vraiment la partie touchy de planifier des jobs comme ça, c'est d'être vraiment précis, de ne pas décaler parce que sinon au fur et à mesure on perd une minute, d'être tout le temps précis, que si le truc il meurt, il y en a un qui prend le relais, qu'on ne schedule jamais 2 fois non plus parce que ça aussi c'est gênant. Si on se met à coller tous nos clients 2 fois ou même 10 fois, ça va quand même faire une sacrée différence pour eux et puis ça va foutre le bordel chez nous en plus. Donc, Test de charge pour tout le monde. c'est ça, c'est ça. Donc c'est vraiment une partie qui est hyper touchy. Et oups là. Je savais qu'il n'allait pas être boire avant ça. Du coup, on a préféré l'isoler. Et lui, pour le coup, bah, c'est moins critique, c'est vraiment que la planification. Et lui, vraiment que l'exécution. Donc ça permet vraiment de séparer tout ça. Et eux, ils font des allers-retours dans Redis. Tout ça, c'est dans Redis. Ils font des allers-retours là-dedans et chacun trouve son compte. Donc ça paraît un peu bourrin d'avoir autant de trucs pour faire la même chose. Mais c'est vraiment l'intérêt, c'est de séparer les jobs des programmes. Des questions encore? On comprend la question de montage, mais l'incident que tu as eu dans le train une fois, Ouais. il y avait des QMK, Poller, Prod 1, je sais pas quoi, là, qui... donc en fait, il y avait une saturation sur la queue, c'est ça? Alors, il y avait plusieurs En trucs. gros, pour comprendre ce qui s'est passé la dernière fois, En fait, il y avait la base de données qui était en train de crever déjà. Du coup, problème matériel Ouais, chez c'est ça. Online. du coup bah, ça ralentissait tout. Donc ouais, base de données qui est pas symbolisée, mais que tu pourrais Ouais, presque c'est- dessiner, enfin, tu c'est peux un dessiner. worker, en gros, c'est ailleurs. Et eux, ils lui parlent pour mettre les données. Enfin, ils récupèrent leur scénario dedans et ils Communique remettent les avec données là, qu'ils ont là. récupérées. Ouais. Ouais, en gros, il y a des appels en base de données là et là. C'est tout. Pas dans ce que Pas dans le reste. Comme ça. Ouais. Ça C'est ça. Voilà. Donc ouais, c'est ça qui est pété en fait. Ça avait pété d'une part, parce que ça n'avait même pas pété, c'était fortement ralenti parce que les disques durs ne marchaient plus, donc les temps de réponse ils devenaient complètement aberrants. En plus, bah, du coup, c'était toute une machine physique, donc on a perdu la moitié de notre infrastructure de polling. Il s'est avéré que l'autre moitié n'était pas tout à fait suffisante non plus pour tenir la charge. Ce qui n'est plus le cas maintenant, on a rajouté une 3e machine et on a multiplié par 3 le nombre de machines. Du coup, là, on est tranquille pour un moment. C'est-à-dire que j'ai été expéditif. Hein. Du coup, il y a toutes ces machines pardon, qui a planté. Du coup, il n'y avait plus assez de workers, même avec l'autoscale. Lui, au bout d'un moment, il a dit oula, j'arrête là, parce que sinon, les 2 autres machines auraient été tellement surchargées qu'elles auraient complètement planté, ce qui était encore pire. Du coup, il y a eu des tâches en attente. Donc du coup, intelligemment, il disait je ne planifie pas de WebSC pour certains des clients Si. parce que Il les planifiait tous. Après, la partie intelligente de ça a été Kraus qui a désactivé tous les freemiums. Ce qui fait que du coup, on a eu un peu moins de tâches à gérer. Et au fur et à mesure qu'il a rattrapé son retard, comme les tâches expirent automatiquement au bout de 3 minutes pour éviter de coller des trucs trop vieux, ça a fini par se résorber. C'est Warfare, d'ailleurs. Et ouais. C'est le seul truc qui fait un peu sur la. C'est un peu le seul sur le truc qui fait. scheduling, Ouais. Mais c'est un peu à part. Ouais. C'est un peu le seul truc qui dépasse. Mais c'est un safety bar. C'est un point, ouais. Voilà, c'est pas censé arriver. Mais bon. D'autres questions? Je crois que la slide d'après c'était questions. Ah,
Bon, maintenant, 2-3 trucs. Bon, ça, c'est vraiment plutôt pour les techs. Ce que j'ai qu'ici, c'est Tout le reste, c'était assez grand public. je me suis capé. J'essaie de faire en plus simple, mais ça reste des concepts assez techniques quand même en termes de design, et c'est quand même une grosse architecture pour faire, je dirais comme ça, pas grand chose, mais c'est quand même assez compliqué, donc j'essaie de simplifier au mieux, mais malheureusement. Donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais globalement, pour les techs principalement, sachez que c'est comme ça qu'on redémarre les différents services qui font ça. Donc le scheduler, c'est celui qui planifie, vous les redémarrez, ça fait rien. Les workers, eux, c'est ceux qui exécutent, donc vous pouvez les redémarrer, ça fait rien non plus, ça va pas tuer les tâches en cours, elles vont mourir tranquillement, et par contre il va créer les nouveaux workers au fur et à mesure. Donc c'est assez graceful. Bon, je crois qu'au bout d'une minute, il tue tout le monde quand même, donc les jobs qui sont là, qui traînent depuis 6 heures, ils vont finir par se faire tuer, mais c'est pas censé arriver non plus. C'est qui tue les tâches qui sont en retard? Parce qu'en gros, grosso En modo, gros, quand tu restart le worker, il va dire à tous les workers qui existent sur la machine, traitez plus de tâches, n'en prenez plus, finissez votre boulot et traitez plus de tâches. Par contre, il va redémarrer des nouveaux qui, eux, vont commencer à traiter des tâches. Donc, c'est pour ça aussi qu'on limite pas mal le nombre de workers par machine, c'est que quand on restart, il y a un moment, une phase de transition où les anciens ils partent et les nouveaux arrivent. Et voilà. Et quand il y a un time-out de scénario, parce qu'on a dépassé les 60 secondes, c'est qui vient faire le maître du temps pour dire mec, tu t'arrêtes là Ça, c'est géré applicativement pour le caller. C'est le worker Ouais, lui-même. c'est vraiment le code du web scénario qui dit tu time out au bout de 60 secondes. C'est le worker qui regarde la putain, merde, là je suis à 60 Ouais, secondes. c'est même pas ça, c'est qu'il sait qu'il a 60 secondes pour traiter le truc et il configure les timeouts des requêtes pour dire au bout de 60 secondes t'arrêtes tout. Ok, et voilà. D'accord. Mais en vrai, si ça marche pas, ce qui est arrivé, les workers n'ont aucune limite de temps, donc ils peuvent continuer d'exister pendant 6 heures s'ils ont envie. D'accord. Avec le même job. Ce qui a aussi posé des problèmes. Il y a un serveur qui met beaucoup plus de temps, il n'y a pas de configuration Ah, spécifique au type de worker. C'est ça. C'est vraiment. Enfin, de toute façon, les workers n'ont jamais de timeout, c'est vraiment géré côté applicatif par le OVC. De dire tu dois pas durer plus de 60 secondes. Faut que ça marche quoi. C'est ça. Voilà, typiquement, une fois ça marchait pas. Ok. Il y avait un truc un peu edgy et ça marchait pas. Et du coup, on avait des jobs OVC qui duraient plus de 3 minutes et ça foutait un peu la merde. Voilà. Bon, les 2-3 trucs à vérifier quand il y a des soucis avec le polling. Est-ce qu'il y a des tâches en queue? Donc ça on le voit dans les sous. S'il y a des tâches en attente, il ne devrait pas y en avoir, ou une si vous réfléchissez au mauvais moment où elle vient d'être push et qu'elle n'est pas encore prise, mais il ne devrait jamais y en avoir plus de une dans les queues, sinon ça veut dire qu'on n'a pas assez de workers pour les traiter, c'est un problème. Donc premier truc à vérifier, s'il y en a, c'est que les workers il y en a pas assez, ou qu'ils sont blindés, ou qu'il y a un problème avec eux. En gros, tu faisais ton allusion, t'as un peu ta comparaison avec les assiettes. Donc en gros, tu parlais d'une pile d'assiettes et en fait tu dis si jamais vous envoyez dans la liste qui sont en attente, ça veut dire qu'il y a déjà un truc qui est bloqué. Concrètement, si il se passe les assiettes sur une table, au moment où l'assiette elle arrive, elle est tout de suite partie. Donc en fait, c'est pas censé s'empiler quoi. Non. Quasiment. Si t'en as une, c'est vraiment que t'arrives fraîche au bon moment. Parce que je garde toutes les 100 000 genre, ça pose, ça repart quoi. Ouais, c'est ça. Et si ça repart pas, c'est qu'il y en a pas assez, c'est qu'il manque des gens pour c'est qu'il manque des gens pour les récupérer aussi. C'est ça. C'est ce qui est parlé en assiette. Ouais, en assiette. Bon, ça c'est le premier truc qui peut arriver et du coup, là, il faut regarder pourquoi. Ça peut être parce qu'ils ont des jobs qui tournent depuis beaucoup trop longtemps, dans ce cas, il faut les tuer. Ça peut être parce qu'on a perdu la moitié des machines et que les autres n'arrivent pas à assurer. Dans ce cas, il faut rajouter des machines, désactiver des scénarios, essayer de gratter des ressources. Il peut y avoir un autre truc, c'est qu'il n'y a pas de tâche en queue, mais il n'y a rien non plus qui se fait. Donc là, a priori, c'est plutôt que le scheduler est planté. Je crois que c'est jamais arrivé. Donc si ça arrive, commencez par le restart. Et après, regardez un peu ses logs, ce qu'il raconte, il y a sûrement une bonne raison pour laquelle il n'y arrive pas. Mais c'est jamais arrivé. Puis après, comme d'hab, truc bien à faire quand il y a des soucis de polling, prendre une machine de polling au hasard, on stocke dessus, on regarde un peu ce qui se passe. Les commandes que vous connaissez tous, PSFox, HTOP et compagnie, et voir si la machine elle est bien, si les clés passent à RAM, si les clés passent en CPU, s'il y a vraiment des process de workers qui tournent, parce que ça peut être éteint aussi pour une raison quelconque. Regardez un petit peu ce qu'il y a dessus, et s'il n'y a pas, c'est un vrai problème.
Bon, ça c'est pour la partie plus opérationnelle et vraiment pour les techs. Ok. Ouais, vas-y. Encore une question. Tu disais que il y a des choses à vérifier effectivement pour voir un peu où en est chaque machine, etc. avec ces piles de choses à faire. Est-ce qu'on a des métriques aujourd'hui qui sont soit dans Quanta, parce qu'on vu qu'on se monitore nous-mêmes, ou est-ce que c'est dans Zabbix, enfin Donut Zabbix, enfin, Alors, comment est-ce qu'il y a un moment où on traque justement si la pile elle s'est un peu trop empilée ou... je crois pas qu'on monitore les queues précisément, il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs. Par contre, on monitore le nombre d'erreurs qu'il y a eu. Donc, s'il y a le scheduler qui commence à cracher dans tous les sens, ou même le worker qui commence à péter des fatales, à dire bon, bah ça marche plus, là on va recevoir des alertes. On va aussi recevoir des alertes si les scénarios sont plus polés depuis tant de minutes. Par exemple, au bout de 3 minutes, on va recevoir un SMS tu as une grosse variation de scénarios qui n'ont pas été polés. Donc, ça, on va être alerté aussi. Ce qui est au final le moyen le plus direct d'être alerté qu'il y a un problème quelconque, que ce soit avec les queues ou autre. C'est vraiment ça qui nous dit, nous on monitore vraiment le fonctionnement applicatif. Donc on va regarder est-ce qu'il y a eu, combien de scénarios il y a eu qui ont été polés, combien il y en a eu qui n'ont été pas polés, et si le ratio il augmente, on se fait alerter direct. Pareil, si ça crache, on se fait alerter direct. On a quelques indicateurs comme ça. C'est un peu des garde-fous quoi. C'est le monitoring. C'est statistique, c'est un peu Ouais, genre, c'est ça. Augmentation de 10%, c'est pas normal. on attend le client, si on a récupéré combien de scénarios enregistrés dans les derniers temps. Attends, mais il y a un delta énorme. Ouais, si la variation augmente, c'est pas normal. Et là, on reçoit un SMS, ou vous recevez un SMS ou... Ouais, on reçoit un SMS, ça gueule partout. Ok. Ça marche bien d'ailleurs. Moi j'ai une question du coup, c'est par rapport au fait que les workers ne font pas travailler un scénario en même temps. Ouais. Donc une tâche peut être égale à plusieurs ressources. Le polling a plusieurs ressources. Donc, ce qu'on appelle ressources, c'est un scénario web, ou un serveur, ou un compte analytics. C'est tout ce qu'on peut poler en fait. C'est ce qu'on appelle un pollable. De manière originale. Oui, vas-y. C'était juste pour clarifier ça, effectivement on a à peu près là 5300 steps de scénarios qu'on polle toutes les minutes qui sont répartis sur quelques 100 tâches, 100 tâches EBC. Et sur à peu près 40. C'est le démarrage qui est vérifié, mais après on sait qu'elles vont durer toutes à un moment. Quoi. Ok. Donc, potentiellement s'étale vraiment sur une minute jusqu'à 120. C'est souvent. D'accord. Comme Encore une question sur les workers dans le cas simple du web scénario. Ouais. Et quand il déroule son web scénario, il fait son scénario logué par exemple. Donc, du coup, c'est le worker qui stocke son cookie. Enfin, je veux dire, typiquement le cookie qui se garde une fois qu'il est logué, etc. Il le garde juste lui, et une fois qu'il a terminé, tout ça c'est trash. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui finalement fait naturellement que au coup d'après, on n'a pas gardé le cookie d'avant. C'est totalement il garde ça dans un fichier temporaire et il le dégage à la fin. Okay. Et c'est bien un worker qui fait tourner l'entièreté du scénario. Okay. C'est pas partagé entre les machines, oui. ce serait l'enfer. C'est clair. Notamment pour ça. Okay. Et sachant qu'un avantage qu'on a même, c'est que comme on exécute quand même les scénarios 5 par 5 pour éviter de consommer trop de ressources, mais si on perd, s'il y a une tâche de polling qui crache, Sébastien. Tant pis, tu sais en vidéo. Si on a par exemple une tâche de polling qui crache, on perd 5 scénarios, et pas tous. On en perd 5 quand même. Ça, c'est un compromis qu'on avait fait pour éviter d'avoir trop de workers, parce que sinon, ça devient un peu lourd. Surtout que les scénarios, on les fait tous tourner en parallèle. Donc, c'est 5 par 5 et tous en même temps. Donc c'est plutôt bien de les faire sur le même worker. Ça évite d'avoir trop de workers. Enfin, d'avoir un worker par scénario, c'est un peu beaucoup. Donc, un worker, on fait quand même 5 en parallèle? Ouais, il en fait 5 en parallèle. Ah, d'accord. C'est ça. Okay. Donc, en fait, il prend tous, il fait exécute-moi tout ça. D'accord. Ce qui n'est pas en soi obligatoire. Ce qui n'est pas obligatoire. Enfin, disons que si on réduit ça, on réduit l'impact qu'a un crash. Ça veut dire si on le met à 1 par exemple, une tâche qui crache pour une raison quelconque, elle va avoir un impact sur un scénario. Si on l'augmente, on augmente l'impact.
mais on diminue la consommation en ressources. Mhm. Donc Ok. 5, ça me paraissait pas mal. Ça fait un peu un ajout de complexité supplémentaire. Ouais, D'accord, enfin, mais bon. Ok. Pas Oui, de- parce qu'on est obligé de gérer la parallélisation des scénarios entre eux, mais de toute façon, on le faisait déjà. Donc, Ok. Ok. je sais pas s'il y a d'autres questions. Ou il y a même des remarques sur le système. Ben, franchement, félicitations parce que c'est Si je pense impressionnant quand même de redondance quand même à un Ouais. paquet de niveaux. Je pense que en voyant ça, ça explique un peu plus pourquoi finalement Ça marche. pourquoi ça Ouais, c'est un marche métier. aussi longtemps. Ouais. Et pourquoi c'est un métier, ça va. Je suis un peu passé par là aussi pour quelques années, mais surtout ce qui fait que finalement on a si peu d'incidents. Parce que Ouais, c'est faut clair. se dire quand même que on a eu aussi chiant qu'a été l'incident et qu'il y a pu y avoir un moment, malheureusement, qui était en train. Ça fait quand même une stat où sur les 12 derniers mois, à la louche, il n'y en a quand même vraiment pas eu. Quoi. Ouais. La stat, elle est quand même assez simple. Quand on regarde en vacances, C'est clair. Bientôt, on va dire que c'est de ma faute. moi j'ai une Ce que question. j'allais dire, là, il y a un anguille. À quand Rescue Pool est capable de pop une nouvelle machine dans le cloud? En vrai, on le fait déjà pour les. Enfin, on la pop pas, on l'allume, mais pour les tests de charge. C'est vrai. Mais ça pose d'autres problèmes de connexion à la DB, de connexion au Redis, etc. Donc, puis ça sert pas à grand chose. Enfin, on n'a pas une charge qui varie énormément en fonction du temps. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de scaler à la volée des nouvelles machines. On n'en est pas là. Pour l'instant. Du coup, il y a forcément intervention humaine pour ce qu'elle met. Pour rajouter une machine, ouais. Pour rajouter des workers, il le faire tout seul, mais rajouter une machine, c'est. Mais bon, on fait en sorte d'être tout le temps large. Ouais. Dans la mesure du possible. Sauf la dernière fois. Sauf la dernière fois. Justement, on a compris qu'on était facile. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, de toute façon, si vous avez Merci. d'autres questions, vous pouvez les poser. Merci de m'avoir écouté. Et je sais pas de quoi on parlera la semaine prochaine, mais ça sera sûrement du même acabit. Super. Merci. Ciao, ciao.